Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, normalement, je n'ai pas de travaux. Le téléphone peut peut-être sonner, mais bon, on a mis tout en stand-by, donc j'espère qu'on ne va pas être dérangé. Donc, je suis Aurélie Mézières, maire de Plessé. Donc, Plessé, c'est une commune de 5400 habitants qui est située au nord du département de Loire-Atlantique, région Pays de la Loire. On est une commune extrêmement rurale, voilà, qui fait 104 km², donc qui est assez étendue. Pour l'anecdote, elle est aussi grande que Paris intramuros, sauf qu'on a moins d'habitants et beaucoup plus de vaches. Euh, et voilà, c'est une commune qui a la particularité d'avoir 3 bourgs. C'est pas une commune nouvelle, mais voilà, historiquement, il y a 3 bourgs depuis très longtemps. Je vais donc vous parler comment on a mis en place, comment on fait vivre la démocratie à Plessé. Donc, pour remonter un tout petit peu le temps, ça a commencé en 2014. C'est un collectif de citoyens dont je faisais partie au moment des élections municipales qui s'est constitué, voilà, pour faire une proposition un peu différente de ce qu'il y avait, à l'époque. On est parti assez tard dans les élections municipales, 2 mois avant. On a quand même on était 4 élus de la minorité, du coup, de 2014 à 2020. Et on a profité de ces 6 ans pour se former à la démocratie participative. Et on a fait des formations, on a été voir ce qui se passait ailleurs aussi, parce que finalement, on n'a rien inventé. On a été voir d'autres communes qui déjà commençaient de la démocratie participative. Et nous avons fait venir des gens aussi pour nous former sur les techniques d'animation, etc. Et donc, on est un collectif qui était à peu près qui existe toujours d'ailleurs, qui a une centaine, entre 100 et 150 personnes. Et au moment des élections de 2020, on s'est dit, on va exactement faire notre campagne de la façon dont on aimerait mener les affaires de la commune. C'est-à-dire qu'on est allé voir les gens, on est allé dans tous les villages, dans tous les bourgs, et on a posé une question aux personnes en disant, si vous étiez élu, que feriez-vous ? Et à chaque fois, les gens avaient plein de propositions. Et donc, on a compilé tout ça. On a fait une grande réunion publique où on avait remis toutes les propositions des personnes en 8 grandes thématiques. Et les gens sont revenus assez nombreux. Et après, on leur a demandé de prioriser toutes les actions dans les 8 thématiques qu'on avait mis en place. Alors, chacun a priorisé 3-4 actions. Donc, dans chaque thématique est ressorti un certain nombre d'idées, puisqu'il y en avait beaucoup, donc on ne pouvait pas tout traiter. Et on a invité les gens à se mettre dans une thématique et à travailler les 3-4 idées qui étaient ressorties. Et c'est comme ça que le programme est né. Et en fait, c'était pour montrer que tous ensemble, l'intelligence collective faisant, qu'on arrive à avoir des projets qui sortent collectivement et que les élus ne sont pas forcément ceux qui arrivent avec les idées, mais qu'on peut co-construire ensemble. Donc, du coup, en 2020, cette fois, on a gagné les élections. Et on a pu tout de suite mettre en place un certain nombre d'actions qu'on avait travaillées pendant les 6 ans que nous avions eues. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en fait, on a un mélange entre la gouvernance partagée, dosée entre la démocratie représentative et la démocratie participative. C'est-à-dire que par exemple, donc là, je vais décliner les onglets que vous pouvez voir à l'écran. Alors déjà, on a partagé les indemnités on est 29 élus, donc sur les 29, tout le monde a une indemnité. On a une minorité avec nous, on est 22 de la majorité et 7 de la minorité. Et voilà, on a réparti de 1 600 € pour le maire à 100 € pour tout l'élu, je dirais le simple conseiller municipal, même si j'aime pas trop le mot simple, mais enfin voilà, ceux qui n'ont pas de délégation. Nous avons, là je vais y revenir après sur les comités consultatifs, ça sera une partie que je vais développer un petit peu. Alors, on a baissé aussi les délégations du maire de façon à ce que le conseil municipal prenne un peu plus de pouvoir. On a réajusté, on avait beaucoup baissé au départ et puis on est revenu un petit peu parce que finalement, dans le quotidien, il a fallu, vous imaginez bien, il a fallu remonter le seuil de signature, etc.
On a mis en place au sein du conseil municipal un gardien de la démocratie. Donc, le gardien de la démocratie, c'est un élu qu'on a désigné et que tout autre élu peut interpeller en amont du conseil municipal pour lui demander un vote à bulletin secret. Donc, on s'est affranchi je crois que c'est, j'ai plus exactement en tête, je crois que c'est un tiers des élus qui doivent demander un vote à bulletin secret. Tout ça, on s'est affranchi de ça parce que le vote à bulletin secret a parfois l'avantage de libérer en tout cas l'opinion qu'un vote à main levée qui parfois peut être avec l'effet de groupe un peu intimidant où on n'ose pas, etc. Aujourd'hui, on l'a utilisé qu'une seule fois. Mais voilà, je le propose à chaque fois en début de conseil. Je demande au gardien de la démocratie si quelqu'un a demandé un vote à bulletin secret sur un sujet. Ensuite, on invite les… Pardon Aurélie, votre micro a été coupé. Je suis trop longue déjà? Pourtant, non, pas du tout. Après, donc, on a invité, pour que les gens participent au conseil municipal, on tire au sort des habitants. Donc, il y a 15 femmes, 15 hommes qui sont tirés au sort et qu'on invite officiellement à venir au conseil municipal. Ça, on le fait depuis quelques mois et ça marche bien. Alors, sur les 30 personnes, on a toujours 3, 4, 5 personnes qui viennent. Et par contre, toutes les personnes renvoient généralement un petit message pour dire merci, c'est intéressant. Et le Covid a fait aussi qu'on a mis en place la capture vidéo de nos conseils municipaux. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui regardaient, beaucoup plus que de personnes qui viennent sur place. Donc ça a été une bonne surprise. Et du coup, on a maintenu. Après, je vais faire un petit focus sur les comités consultatifs, puisque c'est la mesure phare aujourd'hui, en tout cas, de notre démocratie participative. C'est qu'on n'a aucune commission municipale. On a décidé de faire venir les habitants dans les commissions municipales. Donc, si vous avez des habitants et des élus, vous ne pouvez plus les appeler commission municipale et vous devez les appeler comités consultatifs. Donc, nous n'avons que des comités consultatifs qui sont ouverts à tous les habitants, que ce soit le budget, l'environnement, le sport, culture, etc. Tout est ouvert à tout le monde. Les comités consultatifs sont pilotés par un binôme ou un trinôme. Donc, c'est toujours un adjoint et un conseiller délégué, voire 2 conseillers délégués sur certains comités qui sont un peu gros, on va dire, avec pas mal de choses à faire. Ce qui fait que on s'assure toujours en fait que l'animation est partagée. Et ça, c'est important, parce que plus on fait de la gouvernance partagée, de la démocratie participative, plus il faut être extrêmement cadré. C'est une condition impérative pour que ça fonctionne bien. Donc, on a nos habitants qui viennent avec nous. Donc, on a appelé les volontaires investis à Plessé, des VIP. Voilà, bon, c'était la petite anecdote. Et ces VIP, on a fait une charte qu'ils doivent signer, alors un peu sur le modèle de la charte des élus, qui conditionne un certain nombre de choses, c'est-à-dire la confidentialité jusqu'au conseil municipal, le fait de venir pour l'intérêt général et pas l'intérêt particulier, de prévenir quand on ne peut pas venir, etc. Donc, il y a toute une charte qui a été travaillée et qui est proposée aux VIP, qu'ils signent. Ils s'engagent pour 1 an. Bien évidemment, s'ils veulent partir avant, ils partent avant. Enfin, voilà, c'est très libre, mais ça permet de donner un cadre là aussi. Et on leur demande souvent s'ils partent. Alors là, on n'a pas énormément de recul, on a peu de gens qui sont partis encore, mais en tout cas, de leur demander s'ils ont quelqu'un d'autre à proposer pour qu'on ait un renouvellement constant. Et donc, tous les sujets sont travaillés en comité. Et bien sûr, le conseil municipal reste toujours souverain. C'est lui qui prend la décision finale. Le comité travaille les sujets, comme les commissions, fait des propositions. Et après, c'est présenté en conseil municipal. En conseil municipal, on s'autorise aussi à reporter une délibération. Si le comité propose, et d'ailleurs, je fais un tout petit pas en arrière, ce n'est pas forcément un élu qui va présenter le projet, ça peut être un VIP. Ça peut être un habitant qui vient présenter le projet du comité. Ça aussi, on laisse ouvert, on laisse cette proposition ouverte. Et si le sujet, il y a trop d'interrogations, etc., on reporte d'1 mois
enfin, ou au conseil municipal suivant, la délibération. Ça nous est arrivé 2-3 fois, voilà, parce qu'il y avait plein de questions, pas forcément des choses négatives, mais encore des interrogations, donc on reporte le sujet. Donc voilà, après, donc comme je vous disais, on fait du tirage au sort pour la participation du conseil municipal. On essaie donc, enfin, on a les comités consultatifs. Là, on est en train de travailler, ce qui n'est pas encore tout à fait mis en place, sur les référents villages, mais on va les appeler autrement. C'est des personnes qui font le relais, puisqu'on a une commune très étendue, qui font un peu le relais entre les habitants et les élus. Parce qu'on, bon, voilà, on a beau être 29, on n'est pas partout. Et donc ça se met en place petit à petit, ce qui n'est pas encore tout à fait... Enfin, ce qui n'est pas encore tout à fait construit, parce qu'on n'a pas de police municipale, etc. Enfin, et on ne veut pas non plus que ce soit des gens qui soient des shérifs. Donc, ça s'ajuste en ce moment. Voilà, donc je vous ai parlé des référents villages, les comités consultatifs. Juste là, je ne suis pas très ordonnée, je suis désolée, mais les comités consultatifs sont ouverts à partir de 14 ans. Et nous avons un jeune VIP qui a, maintenant, il a commencé à 14, 2 ans après, ça fait 16. Il a 16 ans et on essaie d'inviter justement les jeunes à venir avec nous, puisque finalement, c'est les futurs, c'est des habitants comme tout le monde, c'est des gens qui vont venir, qui sont utilisateurs au même titre que les adultes des infrastructures et qui ont un avis à donner qui est tout à fait pertinent d'ailleurs au passage. Voilà. Et puis, donc, les 8 comités qui reprennent les 8 thématiques de campagne qu'on avait eues. On a aussi des groupes projets. Donc, chaque comité peut avoir un groupe projet parce que voilà, ça se décline en différents projets. Et il y a des comités, par exemple, où ils sont plus de 30. Faire des réunions à 30, ça peut être compliqué. Donc, du coup, on s'est divisé en groupes de travail. Et là aussi, en tant qu'habitant, vous pouvez venir seulement à un groupe de travail. Vous n'êtes pas obligé d'être au comité. Vous pouvez être sur un groupe de travail. Nous avons aussi travaillé, donc ça va être la slide suivante, par rapport à tous nos projets, sur une grille de critères de résilience des projets et des politiques publiques. Ça a émergé d'un travail des comités, le comité d'urbanisme, en fait, voilà, travaux, etc. Ils ont travaillé sur cette grille qu'on a enrichie et sur laquelle tous les habitants ont travaillé aussi avec nous. Et ça reprend les critères de développement durable. On a rajouté d'autres critères. Et du coup, ça nous permet pour chaque projet de passer en fait tous nos projets via cette grille de résilience qu'on a appelée voilà, la moulinette plécéenne parce qu'on n'arrivait pas à trouver un nom plus intelligent que ça, c'était passer à la moulinette. Bon, voilà. Et c'est un outil qui nous sert à tous les comités, aux habitants aussi, pour rien oublier. En fait, quand on fait un projet, souvent on a des intuitions, on pense que, etc. Et en les passant dans chaque critère, même si tous les critères ne sont pas forcément, on va dire, pertinent pour les projets. En tout cas, ça nous permet de jamais rien oublier, que ce soit de l'accessibilité, les îlots de fraîcheur, les matériaux, etc. Et ça, c'est un outil donc, qui a été travaillé avec les habitants. Je n'ai pas tout à fait regardé l'heure, mais je pense qu'il va falloir que je conclue. Aujourd'hui, donc, on a une centaine d'habitants qui travaillent avec nous. L'idée est de ne pas rester sur, on va dire, sur un entre-soi. Parce qu'en fait, les gens qui sont venus à nous dans les comités, c'est des gens qui sont issus des milieux associatifs, il y a beaucoup de retraités, des gens qui ont un peu le temps, etc. Et donc ça, c'est très bien. Voilà, la centaine d'habitants qui est là et qui travaillent vraiment, vraiment beaucoup avec nous. Et ce qui nous aide énormément, parce que vraiment, à plusieurs cerveaux, on arrive à sortir un nombre de projets assez impressionnant. Il n'empêche qu'il ne faut surtout pas rester dans de l'entre-soi. Donc là, 2 ans après maintenant les élections, on développe un programme qu'on a appelé le programme Aller vers. Et c'est comment aller vers les gens qui sont assez éloignés des politiques publiques. C'est des gens pour lesquels qui n'ont pas le temps, des gens qui pensent que la politique, ce n'est pas intéressant, des gens qui pensent que leur avis n'est pas important. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième phase du programme, mais que je ne vais pas développer là. Je vais m'arrêter sur la première phase, en tout cas.
Et tout ça pour dire que voilà, ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur. En tant qu'élu, des fois, on peut se dire on a peur d'être dépossédé de sa fonction, du fait qu'on ait été élu et que peut-être ça met des craintes, voilà, qu'on ne soit plus légitime quand on fait venir les gens. Pas du tout. On est plutôt chef d'orchestre, animateur. On est toujours dans l'intérêt général et je dirais que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain bien connu, mais qu'on s'applique tous les jours et qu'on essaie de jamais oublier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aurélie. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, une fois qu'on aura été également Philippe Emmanuel pour vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez aussi en poser dans le chat, surtout si ça amène des réponses courtes. Madame Mézières pourra vous répondre peut-être directement sur le chat sur les réponses courtes. Et puis, pour les réponses longues, je lui redonnerai la parole tout à l'heure. Peut-être si vous avez des questions d'ailleurs sur cette deuxième phase d'aller vers ou vous-même témoigner de ce que vous avez pu faire dans cette question d'aller chercher les publics éloignés. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas tout à l'heure. Et puis, pour l'instant, je donne la parole donc, à Philippe Emmanuel, maire de Jouarre-Pontchartrain, pour qu'il puisse nous présenter donc, son projet de territoire participatif. Philippe, pour l'instant, on ne vous entend pas. Je regarde si votre micro est allumé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Parfait. Ah oui, quand on ouvre le micro, ça marche mieux. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je disais, c'est que, comme Aurélie, en fait, nous sommes venus à la démocratie participative grâce à un certain nombre de rencontres. Alors, la première tentative, c'était quand j'étais adjoint dans l'équipe municipale précédente, où j'avais réussi avec une société de conseil qui était locale à notre commune, à Jouarre-Pontchartrain, qui s'appelle Empreinte Citoyenne, qui est devenue maintenant beaucoup plus réputée et beaucoup plus grosse. Mais en 2014, elle était toute petite. Et on avait lancé ensemble une démarche de reconnaissance des contributions citoyennes remarquables à travers un projet de clou citoyen. Vous savez, comme sur le boulevard de Los Angeles, où on reconnaît avec des empreintes des célébrités. Donc là, avec des clous en laiton, on reconnaissait avec le nom des gens, des habitants, on s'est mis à reconnaître les citoyens remarquables, les bénévoles remarquables de la commune. Ça a démarré comme ça, très petitement en fait. Puis est arrivée la campagne municipale, j'ai monté une équipe et on est allé essayer de s'inspirer de ce qui existait. On avait la conscience qu'il fallait changer le modèle, les modèles traditionnels de fonctionnement des communes qui sont assez verticaux. C'est le cas dans les Yvelines, parce que Jouarre-Pontchartrain, c'est une commune de 6 000 habitants dans les Yvelines du Sud, un territoire rural, mais habité par des urbains, 1000 hectares, une surface agricole importante, c'est le cœur finalement géographique de la commune, et puis 6 hameaux articulés autour de ce cœur, une dichotomie entre finalement le côté rural et le côté urbain, et des interactions pas toujours agréables entre les gens qui vivent et les gens qui travaillent l'agriculture de cette commune. Nous sommes à 35 km de Paris, bien évidemment, donc avec un certain nombre de problématiques de transport et de flux migratoires également. Nous avons visité la commune qui nous a le plus inspiré, c'est la commune de Los-Anguel, avec son maire charismatique Jean-François Caron, qui vraiment est un précurseur du modèle, j'allais plutôt contributif, c'est-à-dire que son projet est plutôt un projet de citoyenneté impliquant plus qu'un projet participatif. En tout cas, on a passé beaucoup de temps à décortiquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça nous a beaucoup inspiré. Quand nous sommes rentrés, je citerai aussi la commune de Saillant, dans la Drôme, qui a beaucoup travaillé ces sujets. En fait, il y a peu d'expérience aujourd'hui de modèle participatif. Alors, vous avez quelques grandes communes qui ont expérimenté ici ou là des démarches assez originales. On en a vu quelques-unes lors de la remise des trophées.
mais dans la plupart des communes françaises, surtout dans les petites communes, les modèles participatifs ne sont pas très développés. Vous dire que ce n'est pas une science exacte. Aujourd'hui, c'est compliqué de se former sur le participatif. Enfin, c'était très compliqué dans les années 2017-18 quand on a construit notre programme municipal. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, puisqu'il existe quand même maintenant un certain nombre de cursus de formation et des sociétés de conseil qui sont prêtes à vous aider. Ceci dit, on opère vraiment en tâtonnant, en essayant des choses. Parfois, on se plante. Il faut aussi savoir l'exprimer. Ça nous est arrivé à Jouarre-Pontchartrain. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on s'est planté et puis essayer de rebondir différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Je dirais que notre démarche participative, déjà, elle fait partie de notre ADN. Notre projet municipal, il est construit sur 3 grands piliers fondamentaux. La participation et la citoyenneté active, ça c'est vraiment le cœur. L'idée, c'est de remettre le citoyen au cœur du système communal. Les 2 autres piliers, c'est la transition écologique au sens le plus large du terme, y compris dans son évolution en termes de transition des organisations et des gouvernances existantes. Et le 3e pilier, c'est une gouvernance innovante et hyper communicante. On verra que ça s'associe assez bien, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on y a fait ici à Jouarre? Alors, on ne va pas aller trop vite parce que nous avons travaillé en fait en 2 étapes. On a lancé ce projet depuis 2 ans. Alors, depuis 2 ans, nous avons lancé des assises de la citoyenneté. Nous avons lancé des ateliers citoyens sur 8 thèmes. Alors, ce ne sont pas des comités consultatifs comme expliquait Madame la maire de Mézières tout à l'heure, mais ce sont des ateliers citoyens indépendants du conseil municipal. Chez nous, il y a toujours des commissions d'élus, parce qu'on a considéré que c'était important d'équilibrer la démocratie participative avec la démocratie représentative. Nous avons bien sûr lancé un site internet dédié à la participation. Nous avons lancé aussi des votations. On en a fait 2. Une sur un projet d'extinction lumineuse, donc un projet écologique pour essayer de préserver la biodiversité, et l'autre sur un changement de forme de communication avec une nouvelle charte graphique. Donc des votations qui ont bien fonctionné, puisque nous avons eu à peu près 700 à 750 réponses. Vous voyez, donc c'est Jouarre-Pontchartrain, 6 000 habitants, il y a 4 800 votants dans cette commune. Donc 700 réponses sur 4 800, c'est pas mal. On est assez content de ce résultat. Nous avons également ouvert un budget participatif. Alors ça, c'est relativement plus classique. Alors là, le résultat de cette première phase de participation, honnêtement, est assez mitigé. Alors pourquoi? Déjà, ce n'est pas facile de lancer une démarche participative, des assises de la citoyenneté, des ateliers citoyens, quand on est en pleine période de Covid, où on est en confinement, on n'a pas pu se réunir. La connexion physique est vraiment très, très importante dans ces démarches-là. C'est vraiment important et pallier alors, n'avancez pas les slides parce qu'en fait, ce que je dis n'est pas corrélé à la présentation. Ça, c'est la phase 2 de la participation. Donc, ce que je disais, c'est que faire de la démocratie participative en télétravail ou en mode vidéoconférence, c'est vraiment pas évident parce qu'il faut susciter de la contribution et justement sortir de cette habitude qu'ont nos habitants de consommer des services municipaux pour plus aller vers une contribution active à la construction de ces services municipaux. Donc, tout n'a pas fonctionné. Les 8 ateliers, sur les 8 ateliers que nous avons déroulés, finalement, 2 ont bien marché. Un n'a pas eu lieu puisque le nombre d'habitants inscrits n'était pas suffisant et les autres n'ont pas pu se dérouler. Donc, vous voyez, on a chez nous à Jouarre, nous sommes toujours aussi motivés, mais on a essuyé un certain nombre de difficultés sur lesquelles, justement, nous avons décidé de rebondir. Alors, rebondir comment? Il se trouve que depuis
Nous avons deux gros sujets donc, qui impactent notre territoire, que sont Petites Villes de demain. Donc, nous avons été sélectionnés parmi les 1600 communes de France au sein de ce programme national du ministère de la Cohésion des Territoires, Petites Villes de demain, qui est un programme qui vient du plan de relance du gouvernement, qui permet en fait à l'État de donner à 1600 communes l'accès à un certain nombre de ressources pour dérouler des projets. Quand on est une petite commune de 6000 habitants comme la nôtre, même si on a beaucoup d'idées, nos capacités de réalisation sont réduites. Donc, ce programme Petite Ville de demain est là pour nous aider à faire beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire tout seul. Et puis, nous nous sommes engagés dans un projet de révision du PLU, mais pas n'importe quel projet de révision, puisque nous sommes engagés dans un projet de révision de PLU participatif. De ces deux engagements, PLU participatif et puis Petite Ville de demain, les deux nous demandent, pour ce qui est de Petite Ville de demain, d'avoir une vision à long terme. Donc ça, c'est très, très important, puisque bien souvent, les équipes municipales sont embarquées dans un quotidien, bien évidemment, et nous avons tendance à travailler un petit peu le court terme, alors que c'est important de relever la tête. Ce projet de Petite Ville de demain nous a permis justement de prendre un peu de hauteur et de se dire, voilà, qu'est-ce que doit être cette commune à l'horizon 15-20 ans. Et pour travailler cela, eh bien, il a fallu qu'on se dise, voilà, nous avons besoin d'un vrai projet de territoire. Et puis, le PLU participatif, dans sa première dimension, c'est qu'un PLU est structuré en 4 grandes étapes. La première, c'est de définir en fait le PADD, c'est-à-dire la vision politique qui va animer la révision du PLU. Cumulant le projet de territoire avec ce besoin de vision politique à long terme, nous nous sommes dit il faut qu'on ait, et pour les deux sujets finalement, qu'on puisse exprimer une vision d'avenir de la commune à 15-20 ans. Alors, bien évidemment, on n'a pas décidé de faire ça seul. On s'est entouré d'un certain nombre de conseils. On a également animé et impliqué les associations de la commune, qui sont très nombreuses. Et nous avons également, bien évidemment, déployé un volet participatif. Et en fait, c'est ça que je souhaitais plus vous présenter aujourd'hui. C'est ce deuxième volet de notre approche participative. Et peut-être passer à la planche suivante. Voilà. Donc, nous entamons une grande séquence participative en ayant tiré profit des quelques échecs de la première phase. Donc, c'est une grande séquence qui va se dérouler sur 3 mois, qui est décrite par cette planche. Donc, elle va être lancée par une réunion le 15 mars, une réunion publique. Nous allons lancer, nous sommes en train de préparer des affiches, un site dédié, un certain nombre de documents de communication pour lancer et annoncer cette réunion publique du 15 mars. Donc, lors de cette réunion, nous allons lancer une grande séquence participative de 3 mois qui se déroulera jusqu'au 15 juin. Et cette grande séquence, en fait, elle a pour but de collecter auprès de nos habitants, de nos associations, qu'est-ce que les citoyens de Jouarre-Pontchartrain veulent que leur commune devienne dans les 15-20 ans. Donc, on va dérouler différentes séquences, alors qui sont alignées là sur une échelle temps, mais la plupart de ces séquences vont se dérouler en parallèle. Alors, on va démarrer immédiatement par des micro-trottoirs. Donc, nous allons tourner un certain nombre de séquences filmées. Nous allons aller frapper chez les gens avec micro et caméra. Et puis, grâce à un certain nombre de questions ouvertes qui sont travaillées par les commissions municipales. Les questions, donc le lien entre le représentatif et le participatif se fait comme cela. Donc, les grandes questions ouvertes sont définies par les commissions des élus. Eh bien, nous allons interroger les gens sur quelle gouvernance est-ce qu'ils veulent pour les 15 ans à venir, où est-ce qu'ils veulent que leur commune se développe, comment est-ce qu'ils traduisent la transition écologique, comment ça se traduit pour eux, comment ils voient leur participation dans le modèle municipal,
des sujets de cette nature-là. Nous allons également lancer des consultations papier, parce qu'il ne faut pas oublier les populations qui n'ont pas accès au numérique, même si la commune maintenant est complètement fibrée. Mais nous n'oublions pas ceux qui veulent toujours travailler en papier. Nous avons créé une boîte à lettres à la mairie, une boîte à lettres citoyenne qui recueille toutes les consultations et les questions que les gens veulent nous poser. Dans la séquence, si vous pouvez revenir sur la fresque de la séquence participative, nous allons aussi organiser des balades citoyennes. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Donc, il est la question de travailler avec les associations de quartier, les associations de hameaux, et d'organiser les week-ends en général avec les habitants des balades dans le quartier, voilà, en allant voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quel est l'état de la voirie, où sont les bâtiments remarquables, quels sont les endroits où la biodiversité pourrait être mieux protégée, comment reconnaître un certain nombre de points de vigilance également. Donc, tout ça va être consigné dans un rapport de balade citoyenne avec des restitutions qui seront faites par l'ensemble des circuits qui seront proposés. Donc, il y aura des balades qui sont organisées par zone géographique, puis aussi il y aura des balades organisées par thème. Donc, il y aura une balade sur le patrimoine remarquable, il y aura une balade sur les arbres remarquables de la commune à préserver. Voilà, il y aura un certain nombre de thèmes particuliers. Et puis, nous aurons ce qu'on appelle des journées solutions, c'est-à-dire des travaux en atelier par sujet. Et puis, il y aura une grande réunion de restitution sous forme de grands débats avec différentes tables qui vont faire la synthèse de tout ce qui sera collecté en fait le long de ce parcours participatif pour finalement avoir une restitution complète qui sera ensuite injectée, et c'est le côté un petit peu fort de ce modèle participatif, et c'est un petit peu l'héritage de notre première expérience depuis 2 ans, c'est que nous avons une garantie d'action que nous proposons à nos habitants, puisque de toute façon, que ce soit pour le PLU participatif ou que ce soit pour le projet de territoire qui est demandé par l'État pour Petite Ville de demain, il faut absolument qu'on ait une séquence participative qu'on puisse injecter dans la vision que nous voulons avoir de l'avenir de cette commune. Donc, il y a une garantie d'action qui est importante là et qu'on va exprimer dès le projet de lancement. Voilà où on en est. Donc, surtout pas donner de leçons à quiconque sur ce sujet. Je crois que pour conclure, il ne faut pas avoir peur de se planter. Enfin, il n'y a que ceux qui ne font rien qui sont à l'abri de cela. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut savoir rebondir. Il faut savoir continuer ses efforts. Ça ne vient pas tout seul. On ne passe pas d'un modèle vertical comme c'était le nôtre pour pas mal de mandats, avec une gouvernance très autoritaire, très représentative, où les citoyens n'étaient finalement consultés que lors du moment du vote. On ne passe pas d'un modèle comme ça à un modèle plus transparent de gouvernance où le citoyen reprend sa place au sein d'un système de gouvernance communale en claquant des doigts. Ça prendra plusieurs années, mais en tout cas, il faut garder la passion, la motivation, l'espoir, et je suis persuadé que ça va fonctionner. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Il y a eu plusieurs questions dans le chat auxquelles Aurélie a répondu. Philippe, je vous pose une question très courte. Je ne la retrouve plus, mais quelqu'un vous demandait juste si vous avez, je crois que vous avez été accompagné d'empreintes citoyennes, mais est-ce que voilà, vous avez été accompagné par d'autres prestataires de services dans la communication, etc. Alors, sur la communication, non. Sur le côté participatif, oui. Par exemple, quand il y a eu un appel à manifestation d'intérêt lancé par le préfet d'Yvelines, justement pour cette histoire de PLU participatif qui s'appelle Participation, et nous avons soumis là notre candidature, nous avons été retenus, et une société qui s'appelle Stratis nous a également... alors, ce n'était pas un accompagnement sur le terrain, mais c'était un accompagnement dans les idées, dans les différents
sujets qu'on pouvait implémenter localement. Par exemple, dans cette fresque participative, l'idée des micro-trottoirs et des balades citoyennes, ça vient d'eux. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser encore vos questions dans le chat. Et puis sinon, je vous donnerai la parole aussi d'ici quelques minutes. Je vais juste témoigner Madame Mézières sur les 2 questions auxquelles elle n'a pas répondu. Donc, la première, c'était justement d'aller un peu plus loin sur cette question de l'allée verte que vous aviez évoquée, à la fin de votre présentation. Et puis, la seconde, il y avait des questions sur comment avait réagi la majorité précédente quand vous avez commencé à essayer de comprendre ces questions de participation citoyenne, d'aller chercher d'autres expériences. Et il demandait si vous n'aviez pas eu trop de bâtons dans les roues de la part de la majorité et quid de la peur des habitants dans les petites communes où tout le monde se connaît de venir témoigner auprès de vous. Alors, je vais être très brève. Donc, sur la question de la minorité, oui, on a eu plein de bâtons dans les roues, forcément parce que on était de sensibilité politique identique. Donc, ce n'est pas là-dessus que ça a posé problème, mais vraiment sur cette notion, et comme vous disiez tout à l'heure, Philippe Emmanuel, sur ces positions d'élus très verticales. Après, je ne jette pas la pierre, voilà, c'est le système qui a toujours été comme ça, et qu'en effet, c'est compliqué d'aller changer ça, et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et que nous… Aujourd'hui, on a des communes qui viennent nous voir pour nous demander comment on a fait. Je dis, on a mis 6 ans pour monter tout ça. On a eu un mandat qui n'a pas été simple, qui a été compliqué parce que on n'a rien pu faire sur le plan municipal. On a été voir ailleurs, on s'est formé, on a travaillé entre nous. Tous les premiers lundis du mois, pendant 6 ans, on s'est réunis avec le collectif pour travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit sur le long terme et c'est ça qui est important. Il faut ni désespérer parce que ça ne marche pas la première fois. Tous les échecs sont des bonnes expériences. On apprend et il faut prendre le temps de bien se former parce que ce que je disais, la clé, c'est plus vous faites de la participation, plus ça doit être cadré, ça doit être précis. Les schémas de décision, les parcours de décision doivent être bien identifiés. Parce que quand vous êtes vertical, c'est assez simple. Hein. Bon, vous décidez, puis les autres suivent. Quand c'est beaucoup plus horizontal, et voilà, il faut que chacun sache bien où il est, ce qu'il a à faire, quel est son périmètre de décision ou pas, comment il reporte, qui revient vers quoi, enfin, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Donc non, ça a été très compliqué, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité d'hier est la minorité d'aujourd'hui, hein, parce que les équipes se sont inversées. Et on est extrêmement attentif à les inclure au maximum pour aussi leur montrer qu'on peut faire avec des avis différents. Et moi, je suis très contente qu'on ait une minorité qui vienne aussi nous chatouiller un peu sur les sujets. C'est normal, c'est la démocratie, c'est comme ça. Même nous, entre nous, on n'est pas d'accord. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pouvoir discuter. Et des fois, de 2 idées, on en fait une très bonne au final. Ensuite, voilà, je parle, et puis du coup, je ne sais plus, c'était le programme Aller Vert. Je sais pas exactement. Si j'ai répondu. Voilà. Alors, le programme Aller Vert, je vais être là aussi rapide parce que ça pourrait faire le sujet d'un autre temps. Alors là, pareil, on n'a pas réinventé l'eau chaude, soyons bien d'accord. Donc, on a plusieurs actions qu'on va mettre en place. Donc, on a fait, donc là, ce que je vous avais dit déjà, les tirages au sort des conseils municipaux, c'était une des actions qu'on a mis en place assez rapidement. On va avoir la cérémonie de la citoyenneté. Donc ça, c'est les jeunes de 18 ans qu'on invite à la mairie pour leur remettre leur carte. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, hein, ça existe. Pour leur remettre leur carte d'électeur, surtout que là, il y a 2 grandes échéances qui arrivent. Donc, c'est aussi de les sensibiliser et de leur dire que leur voix compte et puis de les impliquer aussi dans la tenue des bureaux de vote, etc. On va faire un peu ce qui a été expliqué tout à l'heure, des marches exploratrices. C'est-à-dire que 2 fois par an, on va mettre en gros un barnum, un thermos de café, 3 gâteaux, du thé, et on va aller se poser dans des endroits de la commune. Donc, on va donner les dates en amont aux gens, et puis on dit, voilà, on vient vers vous, vous venez discuter, il n'y a pas d'ordre du jour, on va à la rencontre des gens. On est en train de travailler sur l'accueil des nouveaux habitants, donc plutôt aller vers eux. On va sûrement faire ça lors des forums des associations, parce que c'est un moment où les gens viennent voir les associations. Donc là, on va faire un temps pour les nouveaux habitants.
Alors là, on a réfléchi à plein de choses, hein, parce que les nouveaux habitants, soit on les invite à la mairie, soit jusqu'ici, il n'y avait rien de fait. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller vers eux à un moment où on est à peu près sûr de les capter. Donc, le forum des assos, c'est un bon moment. Donc, il y a les référents villages, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qu'on est en train de mettre en place. Il y a un dispositif qu'on appelle des espaces dis-moi tout ou presque. Donc là, on tire au sort, pareil, des gens, on les fait venir. On les invite à une discussion pendant 2 heures, un samedi matin. Et l'idée est de ne pas avoir là aussi d'ordre du jour, mais de parler de la commune, en les tirant au sort, en faisant attention, voilà, à être autant d'hommes que de femmes, essayer de faire attention aux âges, etc., de façon à avoir une représentativité sur la commune. Et pareil, de lancer là, de faire de l'animation, laisser les gens parler librement et de les amener aussi, là aussi, s'ils ont des idées, à venir travailler avec nous sur les comités. Donc, ça rejoint un peu les marches exploratrices, mais c'est 2 dispositifs qu'on va quand même participer, enfin, qu'on va faire. Il y a les budgets participatifs. Alors, on va sûrement partir plus comme Los Angeles qui fait le 50-50. Je vous invite à aller voir sur leur site. C'est très bien, en fait. Les gens viennent avec une idée. Nous, on les aide avec les moyens humains, un peu financiers, mais voilà, c'est vraiment partagé. Et puis, on va faire les journées citoyennes aussi, voilà, où inviter les gens à venir sur des sujets particuliers. En gros, c'est ça, c'est reprendre un certain nombre d'idées qui existent déjà. Hein. Voilà, là encore, on n'a rien inventé, mais on les compile dans tout un programme qu'on a décliné vraiment avec des actions. Faire des retours aussi, évaluer les actions qu'on fait. Ça, c'est important de prendre le temps d'évaluer pour savoir ce qui est pas trop chronophage ou pas. Tout à l'heure, quelqu'un me posait l'énergie est importante quand vous faites de la participation. Et j'essaie de dire à l'équipe qu'on est sur un marathon. Donc, voilà, il ne faut pas partir trop vite, même si le Covid nous a bien freinés, ça, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, il faut aller sur le temps long, là aussi. Et donc, ce programme Aller Vers va se décliner sur 2 ans. On fera un bilan et sur les 2 dernières années, on regardera ce qui a bien marché, on pérennisera ce qui a marché. Et on laissera sans problème ce qui n'a pas marché, parce que là aussi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe Emmanuel. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand ça ne fonctionne pas. Et là encore, ce n'est pas grave. On a le droit en tant qu'élu de se tromper. Enfin, on est humain, on est citoyen, on est comme tout le monde. On n'a pas la science infuse, ce n'est pas très grave. Il faut rebondir. Merci beaucoup. Il y a une question, c'est si les tirages au sort sont faits sur liste électorale. Tout à fait. Merci. Oui. Je ne sais pas si, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, un témoignage. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent ou des micros qui s'ouvrent, mais n'hésitez pas, le but c'est que vous puissiez aussi partager vos expériences ou vos questions. Toujours la première qui est plus dure. Alors, je donne la parole à Céline Guichard et puis je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce webinaire. Donc, je suis Céline Guichard, je travaille à la DRIEAT, Île-de-France, direction régionale Île-de-France. Et je voulais remercier monsieur le maire Philippe Emmanuel d'avoir évoqué participation. Effectivement, on a l'ambition de développer la culture de la participation à l'échelle francilienne, et des témoignages comme les vôtres, des retours d'expérience, sont essentiels pour développer cette culture. Donc, je voulais simplement, alors je vais peut-être mettre sur le fil de discussion, si ça vous intéresse, le site sur lequel vous pouvez nous rejoindre pour pouvoir justement échanger des ressources, avoir connaissance des formations qu'on met à disposition gratuites pour tous, pour les porteurs de projets, donc que ce soit des collectivités, mais on a également dans notre AMI des associations, des entreprises. Donc voilà, nous on est très enthousiaste par toutes ces démarches qui sont mises en place. Moi, la question de la formation, je pense qu'elle est essentielle. On apprend par les autres, avec les autres, accepter de se tromper, la question de l'évaluation au fil du temps. Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments, Madame Mézières, sur le fait d'avoir ajusté, par exemple, des actions, de se dire, bon, ben, on a tenté, finalement, on est revenu sur les délégations, les choses comme ça. Et je pense que tous ces éléments-là, c'est ce qui permet d'avancer. Et voilà, donc je vais mettre dans le fil de discussion. Et merci beaucoup encore pour ce webinaire. Merci beaucoup. Je donne la parole à Michel Pernaut-Dubreuil.
Oui, bonjour. Merci, oui, encore pour l'organisation de ce séminaire. Moi, je fais partie de la commune de Marny-les-Compiègnes, à côté de Compiègne, dans l'Oise. C'est 8500 habitants. Et une démarche participative qui a démarré suite au grand débat de 2019. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe municipale pour lancer toute cette démarche avec budget participatif. Et là, je veux surtout mettre en lumière une expérience qu'on a eue sur le développement des mobilités douces. Donc, une démarche participative pour définir un schéma directeur des mobilités douces pour tous, en associant aussi bien ceux qui utilisent les mobilités douces, les piétons, les cyclistes, les trottinettes, que les automobilistes, que les poids lourds, que la police municipale. Et comme le disait Aurélie, plus c'est participatif, plus ça doit être cadré dans la méthode. Et puis, dans certains cas, je souligne le fait que ça doit être aussi animé par des personnes neutres. Et sinon, c'est assez compliqué parce que voilà, il y a toujours des postures ou des a priori sur la posture qui peuvent bloquer le débat. Et on a fait appel à une méthode qui s'appelle la méthode PAT miroir, PAT comme peur, attrait, tentation, miroir, se mettre à la place de l'autre, qui est développée par une petite société sur le territoire là, qui s'appelle Coprex. Je vais mettre le lien sur le chat. Et ça nous a permis en 4 soirées citoyennes élargies, avec une centaine de personnes, plus des petits groupes intermédiaires, de définir un schéma directeur en lien avec un cabinet spécialisé. Là, ce qui est intéressant, c'est de conjuguer l'expertise technique, parce que voilà, il y a des réglementations, il y a des problématiques techniques assez compliquées, mais dans la complexité, par contre, humaine, voilà, associer les habitants, les usagers à la fois au diagnostic et ensuite à l'élaboration des solutions, ça a été quelque chose d'intéressant alors qu'on partait d'une situation potentiellement conflictuelle sur le sujet. Et définir un schéma de mobilité douce et de circulation apaisée, ça nécessite qu'au moins le débat soit apaisé pour y parvenir. Voilà, je vous mets le lien de la société Coprex dans le chat. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a une question dans le chat, je pense pour Philippe Emmanuel. Donc pour le PLU, comment avez-vous réussi, alors c'est à venir aussi, mais comment est-ce que vous avez anticipé comment concilier projet prospectif et intérêt particulier, propriété privée? Voilà, merci. Et je laisse, si jamais il y a d'autres questions, les inscrire dans le chat ou lever la main pour la suite. Je vais répondre à cette question sur le PLU. Nous sommes en train de lancer le PLU participatif. Alors, il y a différentes. Vous avez compris qu'il y a une grande séquence de 3 mois de participation. Il n'y a pas que ça. Il y a également un site internet dédié au PLU. Il y a également, avec le prestataire que nous avons choisi, et un des critères de choix d'ailleurs de ce prestataire était sa compétence dans la concertation et la participation. Il y a également un outil de géolocalisation où les habitants peuvent déposer des post-it sur certains endroits de la commune pour dire bon, attention, là, on a un risque d'inondation, attention ici, il y a un ancien lavoir qui est remarquable, faites attention à ne pas construire quelque chose à cet endroit. Bon, donc, il y a différents outils. Nous n'éviterons pas les intérêts individuels. Ils s'expriment tous les jours quand on est maire. Vous le savez, tous les élus qui sont ici sur le chat, tout le monde a toujours quelque chose à demander pour soi. Donc là, nous sommes vigilants là-dessus. Nous ferons la part des choses de ce qui est collectif, de ce qui est individuel. Et notamment les conseils avec qui nous travaillons sur ce côté PLU ont l'habitude, bien évidemment, d'éliminer à chaque fois ce qui est du domaine privé, personnel, de ce qui est de l'intérêt pour la collectivité. Donc, je vous raconterai d'ici peut-être 3-4 mois où nous en sommes et ce qu'a donné cette séquence participative. Mais en tout cas, nous sommes préparés effectivement à filtrer
le flot de ces demandes personnelles. Merci beaucoup. Alors, une question pas facile. Pour vous deux, qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait que les démarches de démocratie participative aient été jusqu'à aujourd'hui moins développées dans les villes de moins de 10 000 habitants que dans les grandes villes? Je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer. Et c'est une bonne question. Je pense que c'est multifactoriel. Dans les grandes villes, alors sans faire de grands principes, je pense que les équipes sont beaucoup plus liées à des partis politiques, ce qu'on a moins dans nos petites communes. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout encartée. Voilà, on est des listes juste citoyennes. Et puis après, c'est une volonté politique, hein. Enfin bon, voilà, ça c'est ma petite analyse. Merci. Est-ce que, Philippe, vous avez une réponse? Quand on est une plus petite commune, souvent on va à l'essentiel. Hein, souvent, on dit souvent, hein, nous avons des idées et des problématiques de grands et des budgets de petits pour les résoudre. Donc, c'est parfois assez compliqué et on a tendance à aller vers la facilité ou répliquer les modèles précédents, les modèles verticaux qui, comme disait Aurélie, ne sont pas à critiquer. Ils ont fonctionné, hein, jusqu'à présent. Maintenant, nous avons eu la sensation véritable avec une campagne municipale qui a été en mettant en place le aller vers, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, en allant vers les habitants, au contact, on s'est aperçu que beaucoup maintenant voulaient s'impliquer au-delà de la simple élection, beaucoup voulaient contribuer. Donc, c'est devenu naturellement. Bon, il se trouve que nous sommes une commune plutôt urbaine, hein, comme on dit, à la limite de deux mondes, et qu'on a bénéficié de la proximité d'un certain nombre de grandes communes autour de nous qui ont développé des démarches. Bien souvent, les démarches dans les grandes communes, elles ne sont pas si avancées que ça, hein, finalement. Quand je regarde les grandes communes de 30, 40 000, 50 000 habitants qui sont autour de nous, souvent, ils ont testé quelques petits éléments de participation, un budget participatif ici, un conseil citoyen là, mais il y a peu de démarches 360 degrés où la participation est présente partout. À Jouarre, c'est le cas. Tout ce qu'on fait dans cette commune doit être participatif. Chaque projet d'envergure doit être challengé et confronté avec les habitants. Sinon, on ne poursuit pas. Donc, je crois qu'il n'y a pas à rougir et que les petites communes peuvent prendre la main sur le participatif. Et on peut être, parce que le périmètre d'action d'une petite commune est peut-être plus facile à gérer qu'une très, très grosse, eh bien justement, on peut aller plus loin dans le domaine participatif et faire que chaque aspect de la gestion d'une commune peut être touché ici ou là par le participatif et le contributif. Merci beaucoup. Dans le chat, Pascal Gourceau nous dit, à mon avis, parce que les grandes communes ont la capacité financière de se faire accompagner par des experts, donc aussi l'aspect ressources. Et Yves Mondechamp dit, les initiatives dans les petites villes sont-elles moins développées ou simplement moins médiatisées et connues? Je ne sais pas si Yves, vous voulez dire quelques mots vous-même là-dessus ou pas? Non, c'est simplement bonjour à tous et merci pour ce webinaire qui est vraiment très intéressant. Donc là, moi, je suis impliqué dans une démarche participative d'une petite commune de 10 000 habitants à Voisin-de-Bordonnais dans les Yvelines, qui est une initiative d'une association issue également du Grand Débat national. Hein. Ça, c'est pour me situer. Par ailleurs, j'interviens dans un niveau territorial plus élevé que celui des conseils de développement, donc au niveau des intercommunalités. Non, c'est un petit peu une impression. Moi, je vois quand même qu'il y a des initiatives dans les petites communes, vous avez cité Los Angoël, Saillant, etc., sont extrêmement profondes, je dirais, parce qu'effectivement, il y a probablement une échelle de complexité des problèmes qui, sur le plan humain, est largement de même nature
que dans les grandes villes, mais sur le plan technique, enfin, les gens sont beaucoup plus proches des élus, ils connaissent mieux un petit peu les problématiques, donc les démarches de participation me semblent assez plus intégrées et plus approfondies. Dans les grandes villes, il y a tout de suite une très grande complexité technique des sujets, une distance entre les habitants et les politiques publiques. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc en fait, il n'y a pas la même nature de difficulté. Et puis par ailleurs, ben, comme je le dis un petit peu malicieusement, je dirais, c'est sûr que les grandes villes, les grandes agglomérations, les métropoles bénéficient naturellement d'un intérêt médiatique, ce qui peut se comprendre. Mais bon, on peut en faire le constat aussi. Merci beaucoup. Il y a une question, c'est comment prendre en compte que la commune se situe aussi dans une intercommunalité et que les politiques publiques sont interconnectées entre les différents niveaux de collectivité. Je ne sais pas, Aurélie ou Philippe. C'est une bonne question aussi, que des bonnes questions. Alors nous, je l'avais mis dans le chat tout à l'heure, on a la particularité d'être dans une Redon agglomération, qui est sur 3 départements et 2 régions. Donc, nous, on aime bien se complexifier un peu les choses parce qu'on est sur la région Bretagne et Pays de la Loire, et donc sur 2 départements bretons et un département ligérien. Déjà, à la base, ce n'est pas facile parce que les politiques publiques ne sont pas tout à fait les mêmes d'un côté et de l'autre. Il n'empêche que là aussi, en tant que commune, nous, on s'est emparé d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas de notre compétence. Par exemple, le sujet économique, qui est un sujet qui est plutôt porté par Redon Agglomération, on s'en est emparé quand même, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'agglomération, mais il nous a semblé important aussi de le prendre en main, comme le sujet agriculture, par exemple, qui est plutôt un sujet soit de l'État, soit de la région. Mais nous, on est une commune, dont je disais, très rurale. On fait 10 000 hectares, j'en ai 6 000 qui sont en terre agricole. On est situé entre Nantes, Saint-Nazaire et Rennes. Donc, on a considéré qu'on était terre nourricière des grandes métropoles qui nous entourent et que c'est un sujet qui est très important. Donc, voilà, là encore, je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus, d'aller chercher des compétences. Après tout, même si c'est quand même la région ou l'État avec la SAFER, etc., c'est de travailler avec eux, de comprendre et de faire en sorte qu'on est partie prenante aussi et de ne pas forcément être spectateur ou de dire c'est l'État, c'est l'agglo, c'est le département ou la région. C'est de reprendre aussi un peu la main sur les choses. Ça se passe bien, hein, là aussi. Merci. Je ne sais pas si Philippe, vous avez une réaction ou pas à ça. Complètement d'accord avec Aurélie. Il ne faut surtout pas s'attendre. C'est un petit peu le côté négatif du millefeuille dans lequel on se trouve. Si on attend les couches d'à côté, on ne risque pas d'arriver nulle part. Nous faisons partie d'une communauté de communes de 31 communes, avec des tailles de communes très variées. Ça va de 100 à quelques milliers d'habitants simplement. Jouarre, c'est la deuxième plus grosse. La plus grosse, c'est Ben, ça fait 8000. Donc, c'est vraiment un ensemble de petites communes. Alors, si on partage une présence territoriale, c'est quand même relativement étendu et nous sommes très, très différents les uns des autres. Et la plupart de ces communes sont encore dans des modèles de gouvernance verticale des anciennes pratiques, donc avec des maires et des élus tout puissants. Nous faisons figure d'ovni, pour être très clair, dans notre communauté de communes, sur le côté participatif, contributif. Tout le monde nous regarde avec des gros yeux, tout le monde nous dit qu'on va se planter tous les jours. Donc, c'est très encourageant, d'une part. Et puis, donc, on n'a pas beaucoup d'aide sur ce sujet. Et sur le côté écologique, voilà, on avait une communauté de communes qui refusait de travailler le PCAET, qui est devenu depuis quelques années obligatoire. Ils viennent de s'y lancer. Nous avons été moteurs. Nous n'avons pas attendu pour développer notre projet de résilience énergétique, alimentaire. Et il faut savoir être à l'avant-garde parfois. Et on voit bien que ça finit par suivre, puisque maintenant, cette communauté de communes est en train d'écrire ses premières lignes de son PCAET.
Pour ce qui est du PLU, nous, notre communauté de communes refuse les SCOT et les PLUI. Tout le monde est arc-bouté sur la préservation de son pouvoir et son autonomie locale sur l'urbanisme. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet sur le PLUI. Et quant au PLU participatif, personne ne sait ce que c'est. Voilà. Merci, Michel. Vous avez levé la main pour réagir peut-être là-dessus. Oui, c'était effectivement là-dessus. Nous, comme je disais, à Marny-les-Compiègnes, comme son nom l'indique, on est adossé à la ville de Compiègne. Ce n'est pas du tout dans l'ADN de la ville de Compiègne. Donc, il y a une l'agglomération de la région de Compiègne. Ce n'est pas du tout dans l'ADN de la ville de Compiègne, la démarche participative. Par contre, je trouve très intéressant de voir comment les actions issues de concertation citoyenne sont beaucoup plus légitimes lorsqu'on négocie avec l'agglo. Il y a une légitimité technique parce que c'est en général les solutions, et là on l'a vu sur le schéma directeur, il y a des continuités de schémas cyclables qu'il fallait négocier avec l'agglo. C'était compliqué, hein, ça ne passait pas, mais les propositions des citoyens ont rendu beaucoup plus robustes les solutions imaginées par le bureau d'études, et puis robustes également au plan politique. Et enfin, ce qui est intéressant, dans une petite commune, mener une démarche participative dans une agglo, il y a quelque chose de viral, parce que les habitants voisins voient ce qui se passe à côté, ils disent eux, ils font le budget participatif, et donc c'est un beau défi, il faut y aller. Merci beaucoup. Il y avait une question dans le chat. Donc, les sujets aménagement sont très souvent abordés dans le cadre de démarches participatives. Avez-vous eu l'occasion de mettre en expérience de votre démarche de démocratie participative autour des politiques sociales portées par vos communes, enfance, jeunesse, aide sociale? Donc, voilà, est-ce que vous avez fait de la participation autour de ces questions? Oui. Oui, puisqu'on a tous nos comités, comme je vous l'expliquais, toutes nos commissions sont transformées en comités. Donc, je ne les ai pas cités, mais très rapidement, on a un comité administration générale et gestion des ressources, donc c'est tout ce qui est finance, RH, etc. C'est le moins sexy de tous, il faut l'avouer. Celui qui remporte le moins de suffrages auprès des habitants. Je sais pas, pourtant les finances, c'est important, donc là, on va travailler sur ce comité pour amener des gens. On a le développement économique, tourisme et attractivité. On a agriculture, alimentation, environnement, biodiversité, vie associative, citoyenne, sport et culture. Donc, enfance, jeunesse, cadre de vie et transition territoriale. Donc, c'est ce qui est communément appelé urbanisme et travaux. Et on a deux autres comités qui sont cohésion sociale, emploi et solidarité, et un santé et bien-être. Et dans cohésion sociale, emploi et solidarité, par exemple, là, on est en train de lancer pour candidater au territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une expérimentation qui a eu lieu déjà, il y a 10 territoires en France qui sont labellisés. Il y a eu une deuxième phase et là, il y en a une autre encore. Et donc, on s'inscrit. Là, ça y est, on a démarré. Et par exemple, on a travaillé là pour... aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes et on a fait tout un travail avec la population sur la précarité menstruelle. Donc, l'année dernière, on avait fait des collectes et puis cette année, on a installé c'est le comité avec les habitants qui ont travaillé là-dessus et on a installé des distributeurs de protection hygiénique dans toute la commune. On en a mis 3 dans les 3 bourgs. Voilà, ça, c'est des projets qui sont portés. Et en effet, je suis d'accord, souvent, c'est les démarches plutôt autour des PLU, des plans guides, etc., où c'est très participatif. Pour autant, les gens ont plein d'idées sur plein de sujets. Et le social, la santé, la jeunesse, on a le même engouement, en fait. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions à ça, d'autres questions. N'hésitez pas, il ne nous reste plus énormément de temps, mais on peut encore reprendre 1 ou 2 questions. Si jamais il y en a encore, je regarde. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je relaisserai un petit temps à la fin. Dans ce cas-là, je vais donner la parole donc, à François Pannuyer, chargé de mission Smart Cities à la Banque des Territoires.
et puis on pourra rééchanger après son intervention si vous avez des regrets. François, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis François Panier, je travaille sur les questions de Smart City, d'innovation territoriale, de ville intelligente à la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts, et notamment sur les questions de participation citoyenne, puisqu'on estime à la Banque des territoires que la ville intelligente, ce n'est pas qu'une ville bardée de capteurs ou de caméras, c'est aussi une ville qui sait justement s'appuyer sur l'intelligence collective, l'intelligence citoyenne. Je voulais juste vous dire deux mots. D'abord, remercier vivement Sarah et décider ensemble pour l'organisation de ce webinaire et dire deux mots sur notre offre assez récente qu'on vient de sortir à destination des petites villes de demain. On est partenaire fortement engagé dans ce programme Petites villes de demain qui vise donc à revitaliser 1600 petites villes de moins de 20 000 habitants, un programme qui a été lancé par l'État assez récemment. Et on a la conviction que d'une part, qu'il faut aider ces petites villes à pallier les difficultés rencontrées, à réparer l'existant, mais aussi et surtout à préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, on pense qu'il est souhaitable d'associer, de consulter, d'entendre les citoyens. On a aussi cette volonté de développer la culture et la pratique de la consultation citoyenne, de la participation. On estime, ça a été dit, que la démocratie participative ne va pas à l'encontre de la démocratie représentative. On l'a bien vu avec ces deux exemples. Que souvent, la participation citoyenne peut renforcer finalement l'acceptabilité ou l'appropriation des projets par les habitants. Et puis enfin, on estime que les solutions les outils numériques de participation citoyenne, qu'on appelle les civic tech, ne doivent pas être réservés aux métropoles et aux grandes villes. Les petites villes peuvent s'en saisir, ça peut avoir du sens, tout en alliant évidemment les démarches en présentiel et les outils numériques, mais j'entendais Madame la maire de Plessé expliquer que la commune était aussi vaste que Paris. Typiquement, les outils numériques, dans ce cas, peuvent être une valeur ajoutée pour communiquer, et puis pour aller chercher de nouveaux publics qui n'ont pas forcément l'habitude de se rendre aux réunions de concertation classiques. Donc, tout ça pour dire qu'on a récemment noué un partenariat avec une start-up qui œuvre dans ce domaine de la participation citoyenne, qui se nomme Cap Collectif, et on a lancé avec eux une expérimentation qui permet aux 1600 petites villes de demain d'expérimenter gratuitement pendant un an les outils numériques de Cap Collectif au sein d'une plateforme intitulée Purpose. Donc, il s'agit de consultations classiques, de boîtes à idées, de budget participatif, ou encore même de cartographie participative, avec, encore une fois, l'accès gratuit pendant un an à ces outils pour toutes les petites villes de demain et un accompagnement technique et méthodologique pour mener la consultation si besoin. Voilà, je tenais simplement à signaler cette opération qu'on lance, à vous remercier à nouveau pour vos précieux témoignages. Et puis à témoigner, puisque j'écoutais les questions-réponses, et une portait notamment sur la participation dans les petites villes. Nous, on s'aperçoit vraiment que ça prend de l'ampleur et que, effectivement, ça a été un mouvement plutôt lancé par les métropoles et les grandes villes et les régions, mais de plus en plus de petites et moyennes villes s'y mettent et on en est très content. Voilà. Merci beaucoup, François. Je ne sais pas n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Il y a parmi nous une élue de Los-Angeles qui est très heureuse d'entendre son expérience citée. Voilà, je crois que sinon, je vous ai relayé toutes les questions du chat. Si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis, écoutez, sinon, si on a fait le tour, je vous remercie en tout cas
de votre présence. Merci beaucoup Aurélie et Philippe pour votre témoignage. C'était très intéressant. Nous, on est heureux, encore une fois, au-delà de nos trophées qui sont un moment un peu officiel, on va dire, de pouvoir avoir ces échanges ensuite. Alors, quelqu'un me demande dans le chat si on peut avoir les coordonnées des intervenants. Je vous propose de m'écrire, je vous mets mon adresse mail et puis comme ça, je vous mets mon adresse mail dans le chat, je pourrais vous partager ça. Peut-être vous dire donc quelques mots sur les prochains événements de Décider Ensemble. Celui-ci est un peu éloigné, mais vous le savez, tous les ans, on organise nos rencontres européennes de la participation. Elles auront lieu à Rennes les 24, 25 et 26 octobre prochains. On est très impatiente d'organiser cela. C'est Katharina Zugel qui co-dirige l'association avec moi, qui est en charge de la coordination de ces rencontres. Et on devrait pouvoir lancer bientôt les inscriptions. Alors, avant, il y a une petite question dans le chat. Comme on a encore un peu de temps, je vous la pose. Et puis, je vous donnerai les autres événements à venir de Décider Ensemble. Qu'en est-il est-ce que vous avez des conseils de jeunes, des anciens et conseils de développement dans vos communes? Philippe, je vous laisse commencer. Oui. Écoutez, on a, nous, créé un conseil des sages. Donc, en fait, c'est une organisation nationale. Il y a une association qui s'appelle la FNCV qui gère l'ensemble des conseils des sages en France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conseil des sages? Nous, on en a fait une implémentation un petit peu particulière. Le conseil des sages à Jouarre-Pontchartrain, c'est aujourd'hui 6 personnes qui ont en fait des expériences remarquables dans un certain nombre de sujets. Alors, il y a d'anciens élus, il y a un ancien élu à l'urbanisme qui a fait un projet de ZAC à Jouarre qui n'a pas marché. Il y a des médecins, parce que l'axe santé devient de plus en plus important, y compris dans les petites communes, notamment avec la pandémie qu'on vient de subir. Et ces sages sont soit là parce qu'ils ont une maturité, soit parce qu'ils ont une expertise particulière sur des sujets. Et ce conseil des sages, nous, on en fait une application un peu originale, dans le sens où ce sont eux qui décortiquent les projets des habitants soumis sur la plateforme participative. Donc, ce sont eux qui font la part des choses entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Donc, c'est toujours important. Je crois qu'il y a un des intervenants tout à l'heure qui parlait de l'intérêt de faire travailler des gens qui ne sont pas forcément des élus, donc des indépendants autour de ces sujets participatifs. Et c'est ce qu'on fait avec le Conseil des sages. Donc, ils font les arbitrages entre les projets soumis, ils recadrent, ils retravaillent les projets que soumettent les habitants, ils essaient de les maturer pour arriver à un projet qui soit en phase opérationnelle avec, vous savez, un qui, quoi, comment, pour qui, quel bénéfice, combien ça va coûter, quelles ressources, avec qui on peut faire ce projet. Donc ça, c'est intéressant. Le Conseil des sages aussi, on le fait intervenir sur les médiations communales. Comme partout, nous avons beaucoup de conflits de voisinage entre habitants et nous impliquons le Conseil des anciens parce qu'ils ont cette approche peut-être un peu moins passionnelle, un peu moins interactive, plus zen. Et donc, on les fait intervenir sur les médiations communales. Pour ce qui est du côté des jeunes, nous sommes emprunts, mais ce n'était pas la priorité des 2 premières années de mandat, donc c'est plutôt quelque chose qu'on va lancer à partir de maintenant. On va lancer le permis du civisme et un conseil municipal des jeunes. Alors, le permis du civisme, le principe, c'est d'essayer de reconnaître un certain nombre de bonnes actions faites par les jeunes, d'implication dans la vie citoyenne. Donc, c'est plutôt sur cet axe-là de contribution à la citoyenneté plutôt que de participation, bien sûr. Mais en tout cas, donc on est en train de lancer ça et ça ira jusqu'à… Donc, on collecte des points sur un permis en fonction de son application. Et ça ira, nous irons jusqu'à que le plus grand nombre de points
puisse donner à ces jeunes, quand ils ont l'âge, une aide à passer le permis de conduire. Voilà, on va lancer ça. Donc voilà, à la fois les seniors et les jeunes, oui, sont bien sûr impliqués dans la démarche participative. Je ne sais pas si Aurélie veut rajouter quelque chose. Alors nous, on n'a pas de conseil de sages. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas. On n'a pas discuté de ce sujet. On a pas mal de, enfin, comme on a beaucoup d'habitants déjà dans les différents comités. Par contre, donc on a un conseil municipal des enfants assez classiquement, et on a mis en place aussi un conseil. Alors c'était un conseil des jeunes, mais ils se sont appelés le CVA, le Conseil des volontaires adolescents. C'est eux qui ont choisi le nom, et où on est sur cette tranche d'âge un peu plus compliquée, on va dire, à avoir le 11-18 ans, quoi, en fait. Qui généralement, nous, on n'a pas de collège sur la commune, par exemple. Les collèges et lycées sont sur les communes avoisinantes. Donc, c'est une population qui, du coup, n'est pas sur la commune. Pour autant, ils sont impliqués dans les associations sportives de la commune. Donc, voilà, c'était comment les capter, les intéresser à la vie communale. Donc, on a créé ce conseil volontaire des adolescents et qui fonctionne bien, qui est petit pour l'instant, mais voilà, il faut que ça grossisse tranquillement et doucement. Merci beaucoup pour ces réponses. Et donc, je retourne à la suite de nos événements. Donc, notre nouveau trophée de la participation et de la concertation, on devrait lancer l'appel à candidature début avril. Donc, ce sera partagé sur nos réseaux sociaux, via notre newsletter. Et bien sûr, on vous invite toutes et tous à partager aussi autour de vous l'information, voilà, pour qu'on ait aussi de nouveaux candidats, de nouveaux lauréats. Donc, n'hésitez pas à partager quand on vous transmettra donc l'information de la prochaine, de l'ouverture pour déposer vos candidatures pour ces trophées 2022. On devrait normalement organiser un nouveau webinaire autour des lauréats 4 étoiles de nos trophées 2021, je pense plutôt au mois de mai ou au mois de juin, autour des autres lauréats 4 étoiles. Donc, il y avait la ville de Tours, la ville de Millau et Orléans Métropole. Voilà, et comme ici, voilà, de prendre le temps un peu de partager avec eux et de répondre aux différentes questions. Et puis, on a un cycle de webinaires qu'on organise actuellement sur jeunesse, démocratie et participation. On a eu un premier webinaire qui s'est tenu fin janvier. Et il est disponible sur notre chaîne YouTube si jamais vous voulez le revoir. Et le prochain se déroulera donc le 30 mars de 17h à 18h30 autour de l'engagement des jeunes dans ce qu'on a appelé les structures institutionnelles, représentatives et participatives, pour faire opposition au troisième webinaire qui portera plutôt sur les nouvelles formes d'engagement des jeunes. Et donc, je vous mets Clara, vous avez mis le lien vers le replay du premier webinaire et moi, je vous partage le lien vers l'inscription à ce webinaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Aurélie, Philippe, pour vos témoignages, c'était très intéressant. Dans le chat, vous allez voir, Céline Guichard vous a partagé le lien vers le réseau Participation, Philippe Emmanuel vers l'association Empreinte Citoyenne qui avait pu les accompagner. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux partages. Très, très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous. Les associations. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Les associations sont invitées à participer au trophée. Ça se dit, c'est vers les collectivités, les associations, les collectifs citoyens, les entreprises. On a des établissements publics. On a même une préfecture une année qui a candidaté. Donc, c'est ouvert à tous les acteurs qui mènent une action de participation citoyenne sur le territoire français. Voilà.